L'autre sujet d'actualité qui est très important, ce qui se passe en ce moment, c'est que l'Afrique du Sud a porté plainte envers Israël auprès de la CIJ. Alors la CIJ, c'est quoi? C'est la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice, à ne pas confondre avec la Cour pénale internationale. Pas les deux mêmes choses. La Cour pénale internationale, c'est pour juger les personnes. La Cour internationale de justice, c'est pour juger les États. On avait entendu parler de la Cour pénale internationale, de la CPI, au tout début des attaques israéliennes contre Gaza, parce qu'il y avait toute cette question-là de est-ce qu'il y a des crimes de guerre qui sont commis, est-ce que, etc. Du coup, là, en l'occurrence, c'est l'Afrique du Sud qui a porté plainte envers Israël parce qu'en fait, tout simplement, c'est une convention, la Cour internationale de justice. En fait, c'est un contrat, quoi. Si tu es signataire de cette convention, ça veut dire que, en gros, les conventions internationales, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Et le premier de nous deux qui va à l'encontre de ce qu'on a dit reçoit une tapette. Le droit international, c'est ça. C'est on est tous d'accord que les génocides, c'est pas bien et que les crimes de guerre, c'est pas bien, d'accord? Et du coup, on se surveille tous. Et s'il y en a un qui commet un crime de guerre ou un génocide, on peut lui reprocher d'avoir violé la charte. C'est ça. Voilà, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette, littéralement. Oui, voilà. Le principe de réciprocité que ça s'appelle en droit international. Mais bon, moi je préfère dire je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Donc ce qui se passe aujourd'hui, on est dans une situation qui est très particulière au niveau des équilibres internationaux. Quand je vous avais fait ma vidéo sur la Palestine, j'avais un petit peu développé sur les enjeux aussi en termes de droit international. Sur le fait que on parle beaucoup de l'ONU, on parle beaucoup du droit international, mais le gros problème, c'est qu'un gros pan du droit international n'est pas contraignant ou n'est pas assez contraignant. Ça veut dire que globalement, quand tu es condamné, il se passe pas grand-chose. On fait confiance à la bonne foi des pays pour respecter le droit international, puisque c'est pas contraignant, puisque en fait, par définition, pourquoi on parle de convention, pourquoi on parle de traités internationaux, c'est parce qu'il n'y a pas de souveraineté supérieure à celle des États. Les États, en tant qu'ils sont l'émanation de la volonté du peuple, la seule souveraineté possible et légitime sur un territoire donné, ça fait que c'est la seule souveraineté possible. Quand les États font des traités et des conventions entre eux, ils acceptent de déléguer, de délaisser une partie de leur souveraineté et de la mettre sous condition. C'est-à-dire qu'ils disent, ok, sous cette condition, on accepte de soumettre tel truc qui normalement est de l'ordre de la souveraineté au jugement des autres. Mais c'est simplement une délégation. Et elle n'est possible que parce que les États ont la souveraineté de décider de déléguer ça. L'Union européenne, c'est pareil. C'est un principe de délégation de certaines souverainetés, mais l'Union européenne n'est pas une souveraineté supérieure. Les États peuvent très bien décider de désobéir aux traités européens et il peut y avoir des sanctions, mais tout repose sur le consentement des États. Donc c'est pour ça que le droit international est extrêmement frustrant et qu'il y a une énorme crise de légitimité du droit international, parce que concrètement, beaucoup d'États violent allègrement le droit international. Bah déjà, Israël le fait depuis des années, les États-Unis aussi, etc. Et même en décidant d'ailleurs de ne pas ratifier certaines conventions, par exemple celle de la CPI. La Cour internationale de justice, tout le monde l'a signée, tout le monde l'a ratifiée. La Cour pénale internationale, la convention, le traité qui institue la Cour pénale internationale, permet d'instituer des cours pénales internationales parce que c'est ponctuel, etc. Mais qui dit on peut convoquer une Cour pénale internationale pour poursuivre des gens dans votre pays, etc. Elle a été signée, mais pas ratifiée. Ça veut dire que globalement, c'est littéralement ce qu'ont dit les États-Unis. Ils ont dit si vous essayez de poursuivre en justice un politique américain pour un truc, on va envahir les Pays-Bas. Donc ils ont signé, mais ils l'ont pas ratifié. Ça veut dire que, aux yeux de leur souveraineté nationale, leur parlement n'a pas accepté de se soumettre à ce traité. Ce qui pose un problème, par exemple, pour ce qui est de poursuivre Israël par la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre qui sont commis. Tout ça pour dire que c'est complexe et que le droit international a une immense crise de légitimité parce que globalement, depuis que la charte de l'ONU a été signée, que tout le monde a signé ces petits trucs, la CPI, la CIJ, etc., le droit international est allègrement violé, souvent dans une impunité totale, notamment parce que tu prends les États-Unis qui ont une position d'hégémonie, qui sont un pays très 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 puissant. Ils considèrent que de par leur puissance, ils peuvent se soustraire à cette autorité-là, et de fait, ils le peuvent. Parce que les États-Unis ont le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, donc si on veut faire un truc contre les États-Unis, ils disent veto, c'est niette. Et donc s'ils protègent Israël, bah du coup leur veto protège aussi Israël. Donc il y a une immense crise de légitimité du système international. C'est pour ça que ce qui se joue aujourd'hui à la CIJ est très très important. Parce que pour vous la faire courte, donc l'Afrique du Sud poursuit Israël à la CIJ, non pas pour la condamner, mais pour déjà ouvrir une possibilité de condamnation. Là, ce sur quoi va statuer la CIJ, c'est est-ce que la CIJ
peut statuer et a légitimité de statuer sur ce que Israël fait. Est-ce que la qualification de génocide est une qualification à partir de laquelle la CIJ va pouvoir statuer sur un truc. Donc c'est un truc très très préliminaire ce qui se passe. Oui c'est ça, déjà c'est les mesures conservatoires avant, etc. Enfin bref, il y a plein d'étapes avant d'arriver vraiment à une condamnation totale. Le problème c'est que si d'un côté la CIJ décide de ne rien faire, c'est pas de son ressort, etc., ça va entériner définitivement l'impunité vis-à-vis des crimes de guerre et des crimes de génocide. Parce que tout le monde voit ce qui est en train de se passer. Si la CIJ ne réagit pas, dans ce cas cette crise de légitimité des institutions internationales va être finale. Parce que ça veut dire que même les institutions internationales ne peuvent rien, même pour condamner ça. Ça va en tout cas entériner la crise de légitimité des institutions internationales, ce qui est un truc très très important. C'est un peu le champ du signe du droit international. C'est à la fois le champ du signe du droit international et la possibilité de renaître. C'est soit le champ du signe, soit celui du phénix, faut choisir. Et si la CIJ accepte de poursuivre Israël, dans ce cas, il risque d'y avoir des précédents vis-à-vis de la réaction que peuvent avoir les États-Unis. Parce que les États-Unis sont des défenseurs acharnés de la politique israélienne, donc les États-Unis sont complices aussi d'Israël. Ça aura éventuellement aussi un précédent vis-à-vis de la complicité aussi des États-Unis et de sa place au niveau international. Donc ça c'est un peu déjà la base. On va commencer un peu à lire les trades qui résument jour par jour. Donc on va commencer par le premier jour qui était le plaidoyer de l'Afrique du Sud, donc de la partie accusatoire, et voir un petit peu quels sont les trucs. Voilà, ça va faire un résumé un petit peu de ce qu'on dit depuis des mois, mais il y a un côté assez rassurant de voir que les arguments que les militants disent depuis des mois sont tous fondés en droit international, ils sont tous corrects et exacts, et qu'en fait on a parlé le langage du droit international pendant tout ce temps, et que c'est rassurant à ce niveau-là, on va dire. Alors, l'audience d'aujourd'hui est consacrée, donc c'était l'audience hier du coup, est consacrée aux arguments de l'Afrique du Sud au soutien de leur demande de mesures conservatoires pour prévenir ou mettre terme au génocide à Gaza. Donc voilà, c'est bien la prévention du génocide. L'audience demain sera consacrée à la réponse d'Israël face à ces accusations. 15 juges au total siègent à la CIJ. L'audience est présidée par la présidente de la Cour, l'américaine Joan Donoghue. Donc, l'Afrique du Sud et Israël ont ainsi pu nommer un juge pour siéger avec les 15 autres juges. L'Afrique du Sud a nommé Dgang Mosenke, Israël a nommé Aaron Barak. Les deux ont prêté serment d'impartialité. L'impartialité du juge israélien Aaron Barak, qui n'a jamais condamné la colonisation et qui a affirmé être d'accord avec tout ce que fait Israël à Gaza, était largement remise en cause par une partie de la communauté juridique. Oui, bon déjà, évidemment, ils font serment d'impartialité, mais on sait très bien que la raison pour laquelle les deux parties nomment un juge, c'est parce que malgré leur serment d'impartialité, on ne fait pas confiance à leur impartialité, c'est pour ça qu'on a deux juges, comme ça c'est équilibré. Comme ça, si l'un dit oui, l'autre dit non, balle au centre, c'est les autres qui décident. Alors, petit ajout au sujet des juges, parce que c'est quelque chose que j'ai vu passer, et en effet, il y a pas mal de personnes qui ont relevé que la nationalité d'origine des juges, même si on part du principe que les juges sont censés être neutres, sont censés être des professionnels dans leur champ, beaucoup de personnes ont relevé que pas mal de juges provenaient de pays qui n'avaient pas vraiment reconnu des génocides ou des crimes contre l'humanité que leur pays avait connus. C'était l'exemple par exemple du juge allemand, l'Allemagne qui a toujours énormément traîné des pieds pour reconnaître les génocides des héros en Namibie, qui est considéré je crois comme le premier génocide du XXe siècle. Pas mal aussi de Coréens ont relevé que la présence du juge japonais pouvait poser problème, considérant que le Japon n'a jamais reconnu, ne s'est jamais excusé pour les atrocités qui ont été commises en Corée. La juge chinoise également, quand on sait ce qui se passe avec les Ouïghours. Bon, le juge russe, est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin ? Le juge marocain aussi, puisque beaucoup de militants et militantes pro-palestiniens alertent aussi également sur la question du Sahara occidental et l'occupation marocaine du Sahara occidental. J'ai vu un petit peu des militants, des gens qui vulgarisent les questions antiracistes beaucoup sur Internet. On relevait que même si en effet, on présume que les juges sont censés être neutres, certains craignaient les implications possibles pour les pays dont ils viennent, puisque, encore une fois, quand il y a ce genre de procès, la question immédiate, c'est l'hypocrisie que ça peut relever d'une communauté internationale qui condamnerait ce que fait Israël en Palestine, tout en continuant de nier certains génocides passés, d'avoir du mal sur certaines questions aussi de colonisation, d'impérialisme qui continue. Je pense à la France, l'impérialisme qui continue de la France dans les anciennes colonies, notamment en Afrique, et que éventuellement la crainte de cet engrenage, que tiens, si on reconnaît ça, ça va ouvrir la porte à reconnaître d'autres types de crimes. Pas mal de personnes ont exprimé une crainte vis-à-vis justement de la... Je pense aussi que des personnes qui sont plutôt du côté pro-israélien vont pointer du doigt le fait qu'il y a un juge libanais et que le Liban est en ce moment bombardé par l'armée israélienne. Donc la question des biais est soulevée un peu de tous les côtés. Mais voilà, c'est un truc un petit peu à ajouter sur les juges, et que c'est compliqué d'affirmer l'entière neutralité des juges quand on sait les implications que peut avoir ce procès au niveau international. Donc bon, l'impartialité c'est toujours un truc un peu... C'est toujours important symboliquement, mais on sait que dans les faits,
L'Afrique du Sud a introduit son dossier en affirmant que le génocide en cours s'inscrit dans une Nakba continue de 75 ans, durant lesquels Israël a soumis les Palestiniens à l'apartheid, une occupation militaire de 56 ans et un siège de Gaza de 16 ans. Donc déjà, le premier truc, c'est que, tout comme les militants, ils placent ce qui se passe en ce moment dans le contexte de ce qui se passe depuis les années 40, c'est-à-dire la Nakba, c'est-à-dire la colonisation de la Palestine, et c'est ça, cette continuité-là, et une continuité qui est vérifiée, parce qu'en effet, tu as un député israélien du Likoud qui avait dit, oui, c'est pire que la Nakba, on continue la Nakba, on va finir la Nakba, etc. Enfin bref, la référence à la Nakba de la part des plus génocidaires d'entre eux est très très claire, et pour eux c'est positif, quoi. Oui, contrairement à Israël qui commence au 7 octobre, mais justement on y viendra après sur les arguments d'Israël qui justement reprochent à l'Afrique du Sud de commencer aussi loin dans le contexte. Toujours le contexte. Adila Hassim est la première à s'exprimer. Elle va décrire les actes génocidaires. Elle commence sa plaidoirie en ces mots. Cette affaire souligne ce qui constitue l'essence de notre humanité commune. Elle rappelle d'abord brièvement les caractéristiques de la bande de Gaza, un petit bout de territoire de 365 km² dans lequel vivent 2,3 millions de Palestiniens qui sont prisonniers d'un siège total par Israël. Donc il y a les murs, il y a le siège, il y a les checkpoints, il y a les trucs. En effet, tu peux pas sortir de Gaza. Globalement, c'est une prison à ciel ouvert. C'est toujours sympa de le rappeler. Ces Palestiniens sont victimes de meurtres. Ils sont tués avec un rythme sans précédent chez eux, dans la rue, dans les hôpitaux, les écoles, les mosquées. Il n'y a aucun lieu sûr à Gaza. Les meurtres d'enfants sont tels que le chef de l'UNICEF a qualifié Gaza de cimetière d'enfants. Le second acte génocidaire est constitué par les atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, article 2b de la Convention de 48. L'avocate rappelle que le nombre de blessés et les souffrances mentales la souffrance mentale infligée à la population gazaoui. Hier, j'ai entendu un fait qui est imparable, Israël est le seul pays au monde dont le territoire grandit chaque année. C'est vrai. C'est vrai. Elle rappelle un bilan humain qui, rien que par son nombre, devrait interroger. Ce qui est intéressant en rappelant ce bilan humain, ça permet de dire que même si l'intention génocidaire est remise en question, combattue en face, etc., le bilan humain reste, et le bilan humain, rien que lui, devrait alarmer. Le bilan humain lui-même montre des massacres de grande ampleur qui, rien qu'en eux-mêmes, devraient interroger, génocide ou pas. Elle souligne aussi la famine imposée à la population gazaoui privée d'eau et de nourriture. Elle projette une vidéo prise par le directeur de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés à Gaza, qui montre une population désespérée et affamée. Elle passe ensuite à l'article 2D de la Convention, les mesures vivantes. Donc là, en fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est elle met en cohérence les faits qui sont en train de se passer et les différents articles de la Convention auxquels s'applique ce qui est en train de se passer. Il se passe ça, tel article de la Convention dit que c'est interdit, donc la CIJ a l'autorité de statuer sur ces questions-là puisque c'est une violation de la Convention, sur tel article. Les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, qui est une autre article de la Convention, c'est en effet un des trucs de la prévention du génocide, c'est que toutes les mesures qui visent à entraver les naissances dans un groupe sont des signes de génocide. Donc voilà, pensez les stérilisations forcées des femmes, le fait d'empêcher une population de se reproduire, qui est une façon de tuer cette population dans l'œuf. Pensez, oui, il y a les autochtones au Canada, il y a plein de trucs sur lesquels le contrôle des naissances fait partie des signes indicateurs d'un génocide. Tous les lieux symboliques de la société palestinienne ont été détruits, maison des avocats, palais de justice, hôpitaux et écoles, l'intention de détruire une société civile est confirmée. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'était le premier truc, c'était la destruction systématique. C'était au-dessus. Mais oui, la destruction systématique, en effet, de tout ça. C'est maintenant à Temeka Ngukai Tobi, désolé pour la prononciation, de plaider sur l'intention génocidaire derrière ces actes. L'intention génocidaire, c'est la volonté de détruire en tout ou en partie un groupe ethnique, racial, ethnique ou religieux. Ouais, parce que souvent, l'argument de certains pro-israéliens, les plus vénères, c'est il n'y a pas de génocide, il y a encore des Gazaouis. Qu'est-ce que tu essaies de prouver? Tu déplores du coup qu'il y en a encore ou... Bref. Donc la volonté de détruire en tout ou en partie, très important le en partie, un groupe ethnique, racial, ethnique ou religieux. Il affirme: nous ne sommes pas seuls à alerter sur cette intention génocidaire, de nombreux experts des Nations Unies alertent aussi depuis des semaines sur l'intention génocidaire des responsables israéliens. Donc c'est là aussi que l'ONU est assez utile, puisque grâce au travail des experts, ça permet aussi de donner des bases juridiques sur lesquelles se reposer dans ce genre d'affaires. Cite plusieurs discours de responsables israéliens qui, selon lui, démontrent l'intention. Donc lui, sa plaidoirie, donc la précédente, sa plaidoirie, c'était de dire voilà tel et tels articles de la Convention qui sont concernés par ce qui se passe en ce moment. Donc voilà en quoi vous êtes légitime. Voilà. Le deuxième avocat, il place sa plaidoirie sur l'intention génocidaire. En quoi l'intention génocidaire est caractérisée, ce qui est un des gros débats. Démontre l'intention génocidaire, y compris au sommet de l'État. Il cite notamment certains discours qui assimilent la population de Gaza à des terroristes, des animaux humains. Pour l'avocat sud-africain, ces discours constituent une ligne politique et idéologique qui dirige les opérations militaires à Gaza. Il projette plusieurs vidéos diffusées par les soldats israéliens sur les réseaux sociaux qui affirment qu'il n'y a pas de civils à Gaza. Donc voilà, donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait le lien, donc, comme je vous expliquais tout à l'heure. Toute sa plaidoirie, c'est de montrer qu'il y a un lien très très clair entre les déclarations des responsables politiques israéliens et les actions sur le terrain des soldats. Donc voilà, le truc pas de civils innocents, etc., qui est repris littéralement dans un champ de l'armée israélienne. Et ça, c'est aussi un truc qui est très intéressant dans cette plaidoirie à la CIJ, c'est que c'est une plaidoirie qui utilise énormément, en tout cas la plaidoirie de l'Afrique du Sud, beaucoup moins celle d'Israël, utilise énormément d'images, de vidéos issues des réseaux sociaux. Il y a un style qui est assez différent des plaidoiries habituelles dont on a l'habitude, qui ont l'air très austères, très techniques, etc. L'abondance de preuves
vidéo fait que le style aussi est assez particulier, assez différent parce que du coup voilà, il y a beaucoup d'interactions avec des images, avec des vidéos qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir, on va dire, dans ce genre de cours de justice qui peut paraître assez aride, on va dire. Du coup, s'il y a génocide sans intention, ça passe, on peut génocider. Alors non, il peut y avoir... Alors, le génocide est caractérisé par l'intention. L'intention de détruire un groupe ethnique. S'il y a des actes génocidaires mais sans l'intention, on passe au massacre de masse, à un autre type de crime qui est aussi grave, mais qui n'est pas celui de génocide. Donc c'est voilà, la définition du génocide est par l'intention, puisque c'est l'intention de détruire une population. Il cite de nombreux autres officiers de Tsahal qui affirment cibler des civils à Gaza et célèbrent la destruction de Gaza. Pour l'avocat sud-africain, l'intention génocidaire est claire pour les soldats israéliens, détruire toute vie civile à Gaza. Donc ça voilà, c'est un des exemples de gens qui se prennent en photo, en vidéo, en disant « Ah, regardez », etc. Qui sont très très contents, très très fiers, etc. Pourront pas plaider « Non, mais j'ai été obligé par mes supérieurs ». Non, non, on te voit, tu te marres. Hein. Sale merde. Il continue en citant plusieurs responsables de la Knesset, donc le Parlement israélien, qui parlent d'affamer et de détruire les Gazaouis et de commettre une nouvelle Nakba. Donc voilà, c'est ce truc dont j'avais parlé à l'instant. La référence à la Nakba est explicite. C'est marrant parce que Israël, pendant très très longtemps, a nié l'existence de la Nakba, et la reconnaissance de la Nakba se met à émerger dans le discours israélien par la volonté d'en commettre une nouvelle, ou même de l'approfondir. C'est dingue, parce que genre au début, ils niaient la Nakba parce que, oh là là, ils niaient le fait d'avoir commis le moindre crime, etc. Et maintenant ils disent oui, on a commis ce crime et on veut le refaire, quoi. Bref, c'est une dinguerie. C'est quoi une Nakba? Pardon. La Nakba, c'est ça veut dire, je crois, la catastrophe en arabe. Et en fait, la Nakba, c'est l'acte de colonisation et de massacre de masse qui ont été faits dans les années 40 pour établir l'État d'Israël. C'est-à-dire que l'État d'Israël s'est établi à partir du moment où suffisamment de villages, de territoires où il y avait des Palestiniens ont été massacrés, libérés. Ceux qui n'ont pas tué, en fait, ont été poussés à l'exode. Donc certains ont fui vers la Cisjordanie, vers le sud, et même certains vers le Liban. C'est là qu'il y a eu tous les camps de réfugiés au sud du Liban sont issus de ça. C'est le massacre de Der Yassin, un village palestinien neutre massacré par les paramilitaires israéliens qui a servi de propagande pour pousser les Palestiniens à partir. Oui, notamment. Donc la Nakba, c'est la catastrophe, c'est le nettoyage ethnique colonial qui a été à l'origine de ça. Et donc c'est à la suite de ce nettoyage ethnique colonial que l'État d'Israël s'est proclamé. Pour l'avocat, la spécificité de ce dossier est qu'il n'existe aucune forme d'ambiguïté sur l'intention génocidaire des plus hauts dirigeants. Ils commettent un génocide en disant qu'ils le font, en ne s'en cachant même pas, qui est comprise et appliquée par les soldats qui conduisent des opérations à Gaza. La preuve de l'intention génocidaire n'est pas seulement effrayante, elle est massive et incontestable. Evidence of genocidal intent is not only chilling, it is also overwhelming and incontrovertible. C'est maintenant l'avocat sud-africain John Dugard qui traite de la question de la compétence de la CIJ à se saisir de ce contentieux. Ce sera un peu plus technique et juridique, mais j'essaie de vous expliquer ça de manière claire et simple. Donc lui, il revient sur la légitimité de la CIJ. Dugard anticipe l'argument israélien. Donc là, en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pré-shot tous les arguments israéliens et il a dit bon, je sais qu'ils vont dire ça, mais c'est de la merde pour telle et telle raison. Donc pareil, encore une partie très intelligente de la plaidoirie sud-africaine, c'est qu'ils ont pré-shot tous les arguments d'Israël. L'argument israélien selon lequel il n'existe pas de différence juridique entre l'Afrique du Sud et Israël et que la Cour n'est donc pas compétente. Il rappelle que l'Afrique du Sud a alerté encore et encore Israël sur l'existence d'un génocide en cours à Gaza, utilisant des mots extrêmement forts tels que « Gaza, un camp de concentration dans lequel se déroule un génocide ». Il rappelle aussi la jurisprudence de la Cour, notamment dans l'affaire Gambie contre Myanmar, qui accepte le contentieux sur les obligations erga omnes, c'est-à-dire les obligations juridiques qui ont une dimension universelle. En gros, l'argument d'Israël, c'est que tu ne peux pas assigner un État face à la CPI si tu n'as pas un contentieux avec cet État. En gros, si tu étais un État qui était en guerre avec Israël et que tu dis « Ah, regardez, ils font un génocide », là, tu aurais une légitimité parce que tu as un contentieux avec eux, parce que tu es en guerre avec eux. Mais là, en l'occurrence, l'Afrique du Sud n'est pas en guerre ou en contentieux, etc. Donc, ils n'ont rien à faire. Sauf que là, ils ont dit non, parce qu'il y a eu l'affaire Gambie contre le Myanmar, où la CIJ a été saisie de cette affaire parce qu'elle considérait que l'importance de cette affaire était universelle. Enfin, il ne suffisait pas d'avoir un contentieux avec ce pays pour considérer que c'était une atteinte au droit universel. Et genre, ça devrait être à la Palestine de porter plainte. Oui, en plus. La Palestine qui, je le rappelle, n'est pas vraiment un État. Et d'ailleurs, même si la Palestine, en tant qu'État, se saisissait de ce dossier auprès de la CIJ, Israël répondrait que la Palestine n'est pas un État puisque Israël ne reconnaît pas l'existence de l'État palestinien. Avant de reprendre un avis sur les deux points forts de l'Afrique du Sud à l'audience. L'interprétation des ordres d'évacuation à la lumière de l'intention génocidaire. Donc en gros, l'Afrique du Sud, elle prend les ordres d'évacuation qu'a fait Israël envers la population gazaoui et dit il faut les lire à la lumière de l'intention génocidaire, que les ordres d'évacuation, il faut les lire comme des déplacements forcés de population, comme un nettoyage de population, comme servant l'intention génocidaire. Et le lien de causalité directe entre les discours des responsables israéliens et les actes de soldats à Gaza. Donc voilà, ça c'est le truc que j'ai déjà dit sur le fait de montrer que ce que disent les responsables politiques a des conséquences directes et comprises directement par les soldats sur le terrain.
L'audience reprend. L'avocat sud-africain Max du Plessis va traiter de la question des droits qui sont en jeu dans cette affaire et la raison pour laquelle ces droits sont menacés en l'espèce. Il rappelle que le standard de preuve pour que la Cour ordonne des mesures conservatoires, c'est quoi le niveau de preuve qu'il faut avoir? L'Afrique du Sud doit démontrer qu'il existe une raison plausible de croire que les droits des Palestiniens, un groupe qui est protégé par la Convention de 48 sur le génocide, sont sérieusement menacés. Une raison plausible de croire que leurs droits sont sérieusement menacés. Donc la charge de la preuve est déjà assez basse. Il faut que la Cour puisse se dire on peut douter. Et voilà, tu passes 5 minutes sur Twitter, c'est bon. T'as pas besoin d'être de la Cour internationale de justice pour ça. Oui, il y a beaucoup de conditionnels, mais ça veut dire qu'il en faut très très peu pour que la Cour s'en saisisse. Il existe une raison plausible de croire que le peuple palestinien est victime d'un génocide ou au risque de génocide. Pour ça, ce que je disais sur la question du génocide, qu'on ne parle pas de génocide, mais on parle de risque génocidaire. Il rappelle que le droit n'exige pas, à ce stade de la procédure, d'être convaincu au-delà de tout doute qu'un génocide a lieu. Il suffit qu'il y ait des raisons plausibles de croire qu'un génocide a lieu ou qu'il existe un risque sérieux qu'il ait lieu. Et c'est le cas, en effet. Le simple fait de l'existence de Gaza suffit à mettre le doute sur l'existence plausible d'un génocide. À partir du moment où tu parques toute une population contrôlée, mise sous blocus, etc., avec un contrôle de la moindre calorie qui rentre dans ce camp de concentration à ciel ouvert, le risque génocidaire est déjà constitué par la simple existence de Gaza. Si vous en fallait plus, en voilà plus. Il rappelle la jurisprudence de la Cour dans les affaires Bosnie contre Serbie, Gambie contre Myanmar et Ukraine contre Russie. Et il dit que, tout comme dans ces affaires-là, vous pouvez en prendre pour ce cas-là. Blin Ni prend la parole, pardon. Donc, elle est donc irlandaise, avocate irlandaise. Elle rappelle que l'acronyme WCNSF, qui signifie Wounded Child No Surviving Family, enfant blessé, aucune famille survivante, a été inventé à Gaza en raison de la campagne israélienne qui éradique des familles entières. Donc la catégorie d'enfants blessés sans famille restante a été inventée pour Gaza. C'est pour dire qu'il y a un petit problème d'éradication quand même par ici. Elle rappelle que chaque jour, 10 enfants au moins sont amputés, parfois sans anesthésie, ou perdent au moins un de leurs membres. Chaque jour. Blin Nigler rappelle la pratique de la Cour dans d'autres affaires où des mesures conservatoires ont été ordonnées pour les cas où les crimes et les souffrances de la population civile n'étaient pas d'une telle intensité. Donc elle rappelle des cas dans lesquels c'était moins intense et pourtant les mesures conservatoires ont été ordonnées par la Cour. Elle dit vous avez pris des mesures conservatoires pour moins que ça, vous devez au moins en prendre pour ça. Si les humanitaires qui ont vu toutes les horreurs dans leur vie disent eux-mêmes que ce qui se passe à Gaza est sans précédent, comment ne pas les écouter et ordonner des mesures conservatoires? Donc elle, sa plaidoirie est plus sur l'angle de la charge émotionnelle et de la charge de l'horreur de ce qui se passe. Franchement, la plaidoirie est vraiment bien foutue. Le monde devrait avoir honte d'assister à un génocide en direct sur les réseaux sociaux. C'est la réputation, la crédibilité même du droit international qui est en question dans cette affaire. Et ça, voilà, c'est un petit peu ce que je vous expliquais avant de passer à ces trades, c'est qu'en effet, c'est un cas qui est un cas charnière pour la légitimité du système international. Elle termine sa plaidoirie en projetant 2 photos d'un tableau blanc d'un hôpital à Gaza avec le message du docteur Mahmoud Abou Najela qui sera tué quelques jours plus tard. À ceux qui survivront, nous avons fait ce que nous pouvons, rappelez-vous de nous. C'est maintenant l'avocat britannique Von Law qui prend la parole et qui explique les raisons et les fondements juridiques de la saisine sud-africaine de la CIJ. Donc on revient, il y a toujours on passe toujours d'un truc plus émotionnel ou du coup plus choquant à une partie plus... Voilà, la plaidoirie est très équilibrée entre la partie émotionnelle et la partie technique. Explique notamment pourquoi le Hamas n'est pas aussi l'objet de la plainte sud-africaine. Le Hamas n'est pas un État. Eh oui. Il n'est donc pas parti à la Convention de 48 sur le génocide, ni de l'ONU. Israël, oui. Et Israël connaît un génocide à Gaza. On poursuit Israël et pas le Hamas, parce qu'Israël a signé cette charte. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Vous avez signé ce truc, vous êtes soumis à ça. Le Hamas, c'est autre chose, c'est un autre type d'organisation qui peut être poursuivie de façon différente. Il rappelle que la CIJ a décidé dans son avis de 2004 que la légitime défense ne s'applique pas au territoire palestinien occupé. Donc il y a déjà un précédent de la CIJ pour dire que Israël ne peut pas plaider la légitime défense sur la Palestine. Ce qu'ils font depuis le début. Ils font depuis le début de dire c'est de la légitime défense, etc. Israël a le droit de se défendre. Non, la CIJ a déjà dit que la légitime défense, ça ne tient pas pour les territoires palestiniens occupés. Après, est-ce qu'on ne peut pas considérer que le Hamas assume les prérogatives d'un État sur un territoire comme un État de facto? Alors, c'est pas le sujet. Parce que il faut déjà être un État reconnu pour pouvoir être partie à ce genre de convention. Donc Hamas en est loin. Tu peux être un État de facto mais pas être un État reconnu. Et même sur le plan d'État de facto, c'est discutable. L'autorité palestinienne paye une partie des fonctionnaires du Hamas. Le Hamas ne peut pas avoir d'armée ou de police. Le Hamas n'a pas d'eau territoriale, d'espace aérien. Genre il manque beaucoup de prérogatives. Oui, c'est ça. C'est que ça assume les fonctions de facto. Le Hamas assume plus les fonctions d'une municipalité que d'un État. Et encore, avec très très peu de délégations de services publics. Mais c'est plus du ressort de la CPI, par exemple. Parce que du coup, comme c'est pas un État, ce que tu vas poursuivre, c'est les individus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la CPI, depuis 2014, enquête sur les crimes de guerre qui sont commis en Palestine et en Israël, des deux côtés.
Et du coup, ce qui s'est passé depuis le 7 octobre est ajouté, il me semble, au dossier de la CPI. Mais le problème, c'est que pour l'instant, la CPI, c'est quasiment impossible à saisir. Mais en tout cas, c'est une enquête qui est encore en cours et qui va concerner pour le coup le Hamas et l'autorité palestinienne et toutes les organisations de résistance palestiniennes. Or, rappelle-t-il, Gaza est un territoire occupé par Israël. Très important de rappeler que Gaza est un territoire occupé. Hein. C'est pas parce qu'il y a des murs, qu'à l'intérieur c'est que des Palestiniens, que c'est pas occupé pour autant. Hein. Parce qu'en fait, très souvent, l'argument d'Israël, c'est de dire que, ok, la Cisjordanie est occupée, mais Gaza n'est pas occupée. Et eux, ils disent non, Gaza est occupée. En tout état de cause, ajoute-t-il, ce droit n'inclut jamais le droit de commettre un génocide. Et ça, c'est le truc de, même s'il y avait de la légitime défense, ça n'inclut pas le droit de commettre un génocide, un nettoyage ethnique, etc. Ça reste des trucs qui sont niettes, même en cas de légitime défense. Tu ne fais pas de légitime défense en génocidant un peuple, ça n'existe pas, c'est pas possible, c'est interdit. Non. Il n'y a jamais eu dans l'histoire récente une affaire aussi importante pour le droit international, et donc ça c'est le truc qu'on martèle depuis le début. Le dernier orateur est Vusimuzi Madonsela, l'ambassadeur sud-africain aux Pays-Bas. Il résume les demandes de l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice vis-à-vis d'Israël. Donc lui il représente l'Afrique du Sud, donc il dit donc voilà, je représente mon pays, et au nom de mon pays, voilà ce que nous demandons. Donc lui voilà, il vient faire un petit peu les trucs de fermeture en mode voilà ce qu'on vous demande. Il formule 9 demandes notamment. La fin des opérations militaires à Gaza, donc le cessez-le-feu. L'obligation pour Israël de prendre toutes les mesures pour prévenir un génocide. Et ça c'est le problème aussi, c'est que comme Israël est le seul État en l'occurrence, c'est Israël qui doit prendre les mesures de prévention du génocide. En fait. Bon. C'est quoi qu'ils adorent dire, les dindes ne votent pas pour Noël. L'obligation pour Israël de laisser l'accès humanitaire complet à Gaza, l'obligation pour Israël de préserver les preuves, d'autoriser les enquêteurs à accéder à Gaza, parce que pour l'instant ils interdisent, et de poursuivre les individus suspectés de génocide ou d'incitation au génocide. Donc voilà, d'utiliser le droit national, souverain qu'ils ont pour poursuivre les gens. Oupsie, c'est votre Premier ministre. Dans ces mesures-là, notamment, il y a pas mal de mesures desquelles il ne faut pas attendre grand-chose. L'obligation pour Israël de préserver les preuves, ils ont déjà fait le ménage. D'autoriser les enquêteurs à accéder à Gaza, ok d'accord, super, une fois les preuves là. Et de poursuivre les individus suspectés de génocide, bon, les poursuites, on peut très bien ne pas leur faire confiance. Donc, ça reste le problème du droit international. Il conclut, ce n'est pas le moment pour la Cour de rester silencieuse, c'est la crédibilité d'un ordre mondial fondé sur le droit qui est en jeu. Et ça, c'est un truc qui est constant, c'est le truc de putain, si on foire ce coup-là, l'ordre du monde n'est plus légitime et c'est foutu, il n'y a plus de droit international. Si même ça passe pas, il n'y a plus de droit international. Le droit international qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale, après le choc du génocide, c'est pour ça qu'on a fait des conventions sur les génocides, le droit international qui a été créé en partie notamment pour prévenir tout ça, ne peut pas être légitime s'il échoue à prévenir ce qui se passe en Palestine. Et bon, malheureusement, c'est déjà un peu le cas. Passons aux plaidoiries israéliennes maintenant, que j'avais commencé un peu à lire, c'est pour ça que j'en suis déjà un peu à la moitié du trade. C'est marrant le côté des bourgeois ultra-légalistes en permanence, sauf quand il s'agit d'un génocide de droit international. Ah mais de fou. Hein. De toute façon, c'est le principe du droit. Si le droit est l'apanage des États, c'est donc l'apanage du dominant, et lorsque ça n'en est plus, bah bon, le droit on peut se torcher avec quoi. C'est comme les riches qui font des excès de vitesse, des consommations de drogue, etc. et qui sont absolument pas inquiétés pour ça parce que bah papa est avocat, tonton est préfet, tata est journaliste, du coup on n'en parle pas quoi. C'est le principe de l'impunité qui est lié au pouvoir et à l'hégémonie du pouvoir. Je sens qu'on va sortir énervé de ce deuxième trade. Oui, le deuxième trade est beaucoup plus crispant. Le premier orateur à s'exprimer pour Israël est Tal Becker, le conseiller juridique du ministère des Affaires étrangères israélien. Pour certains, plus jamais est un slogan. Pour Israël, c'est la plus grande obligation morale. C'est une guerre qu'Israël n'a pas souhaitée et n'a pas commencé. C'est le Hamas qui a débuté le 7 octobre, ajoute-t-il. Il dénonce l'atrocité des crimes commis par le Hamas et le djihad islamique le 7 octobre, donnant plusieurs exemples de crimes commis ce jour. Oui, donc oui, le Hamas a commis des crimes, oui. Ça ne veut pas dire que vous ne commettez pas un génocide. Et en fait, c'est ça qui est frappant. C'est que tout le plaidoyer d'Israël est d'une telle pauvreté que vous n'allez rien apprendre de nouveau. Tal Becker affirme qu'Israël a le droit de se défendre et de défendre ses citoyens contre le Hamas, une organisation à l'agenda génocidaire qui souhaite la destruction d'Israël. Alors c'est génial. Ils disent le Hamas a un agenda génocidaire que je ne vais pas prouver, mais circuler, il n'y a rien à voir. Nous, on n'est pas génocidaire et toutes vos preuves ne valent rien. C'est incroyable, c'est vraiment, c'est le même discours que depuis le début, quoi. Donc eux, ils peuvent balancer des accusations d'intention génocidaire, mais par contre, à l'inverse, il faut donner plein de preuves et elles sont toutes considérées comme honteuses, quoi. Bref. Il accuse l'Afrique du Sud de soutenir politiquement et juridiquement le Hamas. Et ça, c'est un point de discours qui a été diffusé, si j'arrive à le retrouver. Le ministère des Affaires étrangères a sorti un communiqué disant que l'Afrique du Sud, c'est le Hamas. L'Afrique du Sud, qui fonctionne comme l'arme légale du Hamas, de l'organisation terroriste du Hamas, distordu la réalité à Gaza après le 7 octobre, etc. Donc ils ont dit l'Afrique du Sud, c'est les pantins du Hamas. Et d'abord, ils ont un peu déformé la réalité quand même. Ils expliquent pas en quoi, mais...
C'était exactement ça, vous avez pas de preuve d'une intention génocidaire, by the way, les autres ont clairement une intention génocidaire et je l'élaborerai pas. Oui, littéralement. C'est la charge de la preuve n'est pas... Bon, en tout cas, il considère être au-dessus de la charge de la preuve, contrairement au Hamas. Il accuse le Hamas d'avoir détourné l'aide à la bande de Gaza pour construire le plus grand territoire terroriste dans l'histoire moderne. Rep à ça Daesh. Genre, le plus grand territoire terroriste de l'histoire moderne, t'es en mode... Il y a littéralement... Al-Qaïda, Daesh, genre ça va, il y a eu d'autres territoires terroristes dans l'histoire, hein, vraiment, bref. Oui, arabe égale terroriste, quoi, globalement. Et d'infiltrer la population civile de Gaza. Oui, bien sûr, le Hamas vient de nulle part, ils ont infiltré la population civile, hein, ils viennent pas de Gaza. Becker ajoute, il y a beaucoup de distorsions de la réalité dans la requête sud-africaine devant la Cour, mais la plus grande est l'omission du conflit armé intense entre Israël et le Hamas qui entraîne forcément des pertes civiles, même si Israël tente de les minimiser. Ce qu'Israël fait à Gaza n'est pas détruire la population palestinienne de Gaza, ni occuper Gaza, ni déplacer la population. Ce qu'Israël cherche à faire, c'est au contraire protéger sa population. Les avocats sud-africains doivent bien rire. Il conclut, la Convention de 48 a été votée pour protéger les Juifs, pour protéger le monde contre un nouveau génocide. L'Afrique du Sud détourne l'esprit de cette convention avec cette requête. C'est un truc que je vous dis depuis le début. C'est l'exceptionnalisme. C'est de dire, c'est nous les propriétaires du génocide. C'est nous qu'on dit c'est quoi le génocide. Vous n'avez pas le droit de le dire. Ça nous appartient à nous, voilà. Rappelle qu'une des raisons pour lesquelles Israël n'a pas ratifié la charte de la Cour pénale internationale, c'est parce qu'il n'était pas d'accord avec la définition que la charte donnait de crime contre l'humanité. Parce que ça s'appliquait un peu trop à eux. En tout cas, une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas ratifié la charte de la CPI. De la même façon qu'ils nous ont parlé de féminicide pour les Israéliens, mais pas pour les Gazaouis. Exactement. C'est maintenant Malcolm Shaw, l'avocat britannique qui représente Israël devant la Cour, qui s'exprime. C'est lui qui va plaidoyer sur le fond du dossier israélien, sa réponse aux arguments juridiques sud-africains. Shaw dit, donc un point d'abord sur le contexte, l'Afrique du Sud a beaucoup parlé du contexte depuis 48, pourquoi ne pas remonter plus loin dans l'histoire, jusqu'à la nuit des temps? Au hasard, parce que la charte qui institue la CIJ date de 1948, qui est la même année que la Nakba, et que du coup c'est parfaitement logique de revenir jusqu'à 48, parce que c'est littéralement depuis que la convention a été signée. Au hasard, je sais pas. Non, le contexte précis de cette procédure, c'est l'attaque du 7 octobre, qui a déclenché une nouvelle séquence militaire. Donc voilà, en mode le 7 octobre, voilà. Encore une fois, le fait de présenter le 7 octobre comme quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de parfaitement nouveau, un coup d'orage dans un ciel bleu. C'est comme ça qu'ils essaient de nous faire passer l'attaque du 7 octobre, PTDR. Shaw plaide maintenant la compétence de la Cour et le fait que, selon lui, il n'existe pas de réel conflit juridique entre... Voilà, donc ça c'est le même truc de il n'y a pas de conflit juridique entre l'Afrique du Sud et Israël. C'est le truc qui avait été pré-shot dans les arguments de l'Afrique du Sud, hein, dont on vient de parler à l'instant. Il considère que l'Afrique du Sud n'a pas suffisamment épuisé les voies diplomatiques. Selon lui, la CIJ n'est donc pas compétente pour cette affaire. Shaw rappelle que le génocide c'est avant tout l'intention de détruire. Voilà, encore une fois, le génocide est défini par l'intention. Pour Shaw, l'Afrique du Sud n'a pas réussi à démontrer cette intention génocidaire, si ce n'est en citant quelques discours qui seront examinés par le système judiciaire israélien. Ils ont cité des trucs, mais qui tombent sous le coup de la loi. Donc le système judiciaire israélien va totalement poursuivre Netanyahou pour son discours. Bien évidemment. Bah oui, bien sûr, c'est vrai, c'est illégal ce qu'ils ont dit, ça tombe sous le coup de la loi, donc c'est pas bien. Ça va être... Promis, on va poursuivre les gens. T'es en mode, bah justement, c'est précisément ce qu'on vous demande de faire. Ah, des trucs qui seront examinés par le système judiciaire israélien, c'est littéralement les demandes formulées par l'Afrique du Sud. Donc merci d'accéder aux demandes de l'Afrique du Sud. Ça fait plaisir. Ici des discours et des documents qui rappellent les principes du droit humanitaire aux soldats. Regardez, on leur donne des flyers pour leur rappeler de pas commettre de massacre, donc c'est pas notre faute. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais les affiches contre le viol, ça marche de fou pour dire aux mecs de pas violer. C'est là qu'on voit l'utilité de la Cour suprême israélienne, et sorte de blanchisseuse des crimes israéliens face à la scène internationale. Ouais, de fou. Shaw affirme que ce qui compte ne sont pas les discours individuels de quelques responsables israéliens sous le coup de l'émotion. Comment ça, quelques responsables israéliens sous le coup de l'émotion? Genre, si ces gens-là, sous le coup de l'émotion, ont dit ces trucs-là, genre, vos dirigeants sont pas aptes à vous diriger en fait. C'est point barre, genre, bref. Mais les instructions collectives du Conseil de guerre et du ministère de la Défense qui constituent des ordres officiels transmis à l'armée. Oui, ministère de la Défense qui est dirigé par quelqu'un qui a littéralement dit ce sont des animaux humains et qui est cité dans la plaidoirie sud-africaine. Donc encore une fois, immense contre son camp. Concernant les discours de Netanyahou concernant Amalek et la vidéo des soldats israéliens qui dansent en affirmant il n'y a pas de civils à Gaza, suivant ce discours, Shaw affirme qu'elle a été décontextualisée et projette le discours plus complet du Premier ministre. Alors, le discours général, c'est de dire nos objectifs sont clairs, destruction des capacités gouvernementales et militaires du Hamas, parce que la destruction des capacités gouvernementales et militaires du Hamas, ça s'inscrit dans la destruction de l'entièreté des bâtiments de services publics, etc., de la bande de Gaza, qui font partie justement de la destruction de la vie en commun d'un peuple. C'est-à-dire que normalement, quand ils détruisent ce genre de bâtiments, c'est pour détruire la capacité d'un peuple à vivre en commun, et donc la capacité d'un peuple à exister. Donc quand tu parles des capacités gouvernementales du Hamas, tu parles de tous les services publics, tous les services d'état civil, tous les trucs, etc., qui sont à Gaza. Donc tu parles de la survie du peuple gazaoui. Donc oui, blablabla, rappelez-vous ce qu'Amalek vous a fait, nous rappelons et nous battons. Tiens, c'est bizarre, il a pas mis en gras le nous rappelons et nous battons. Nouvelle perte
perte de page de la plaidoirie et nouveau moment de panique pour l'équipe de défense d'Israël. C'est un détail, mais cette désorganisation joue parfois dans l'esprit des juges pour déterminer la crédibilité d'un avocat et de son équipe. Quelqu'un a pris ma plaidoirie pour un jet de cartes, dit-il. Petit avis personnel sur cet incident, il aurait dû vérifier lui-même avant. Blâmer le stagiaire ou un jeune avocat pour une telle erreur ne démontre ni un grand professionnalisme, ni un grand sens des responsabilités, donc bon, il s'est un peu décrédibilisé. Shaw conclut sa plaidoirie en résumant ses arguments. Il n'existe pas de différent entre l'Afrique du Sud et Israël et la Cour est donc incompétente, argument qui a déjà été balayé par l'Afrique du Sud. Il n'existe pas d'intention génocidaire, balayé par l'Afrique du Sud, mais là-dessus, encore une fois, c'est la Cour qui devra statuer sur les deux. Israël a le droit de se défendre en conformité avec le droit international humanitaire, encore une fois, argument qui a été balayé d'un revers de main par l'Afrique du Sud, en rappelant que le droit de se défendre ne s'applique pas à la Palestine, ce que la CIJ avait déjà décidé en 2004. Donc de tout ça, le seul argument qui peut être examiné par la Cour, c'est l'argument 2, c'est il n'existe pas d'intention génocidaire. Et là-dessus, bonne chance. Et encore une fois, parce que c'est là-dessus, c'est vraiment sur l'intention que tout compte. Donc au final, même si son point 1 et son point 3 ont déjà été balayés, de façon totalement incontestable, il reste que le point 2. L'audience reprend avec Galit Ragwan qui a décrit les plaidoiries sud-africaines comme déformant totalement la réalité des faits, notamment la réalité des opérations militaires à Gaza. 3 points. La stratégie et tactique du Hamas, les efforts d'Israël pour minimiser les pertes civiles, les efforts d'Israël pour faciliter l'aide humanitaire. Elle affirme que le Hamas utilise de manière systématique et généralisée les infrastructures civiles pour mener des opérations militaires contre Israël, citant plusieurs exemples à l'aide de photographies. Encore une fois, le problème c'est que comme il n'y a pas d'investigation neutre à ce niveau-là et que aucun enquêteur n'a le droit de rentrer à Gaza, bah ça ne peut pas être vérifié. Voilà, c'est un truc qui sont pas vérifiables. C'est l'argument d'Israël pour toutes les destructions de biens à caractère civil, y compris les écoles et hôpitaux. C'est paradoxal car Israël interdit aux journalistes et enquêteurs internationaux d'accéder à Gaza et d'enquêter sur la crédibilité de ces allégations. Donc encore une fois, rappelle la débâcle totale qu'avait été leur tentative de propagande sur l'hôpital où ils avaient dit « Oh regardez, sur ce tableau, il y a marqué tous les gardes du Hamas qui font leur ronde, etc. » Alors qu'il y avait c'était juste un calendrier avec marqué les jours de la... ça c'est Al-Shifa, oui. Il y avait juste marqué les jours de la semaine en arabe. Mais comme c'était en arabe, ils se basaient sur le fait que les gens allaient pas lire, quoi. Galit Ragwan parle ensuite des efforts allégués d'Israël pour minimiser les dommages et pertes civiles, y compris les messages en arabe sur les téléphones et les prospectus envoyés aux populations civiles dans les zones bombardées. Alors c'est incroyable. Elle a dit non mais on fait tout pour minimiser les pertes civiles, puisqu'on leur envoie des messages en arabe sur leur téléphone pour leur dire d'évacuer dans des endroits. Bon après on bombarde les endroits dans lesquels ils évacuent, mais on les prévient. Encore une fois, c'est les mêmes arguments qu'avant on envoie une petite bombinette pour les prévenir que l'endroit va être bombardé. T'es en mode bah, ok, si tu leur envoies la petite bombinette pour leur prévenir qu'ils vont être bombardés, bah s'il y a des gens du Hamas dans le bâtiment, ils vont évacuer aussi en fait. Réfléchis. Rappelle qu'à un moment début novembre, le réseau téléphonique a été coupé. Oui, pendant tout un week-end, tout le réseau téléphonique, etc. a été coupé, bien sûr, internet et tout. Ils ont mis en place un numéro vert, oui de fou. Ils ont fait un numéro vert bombardement, les bâtards. Elle s'indigne de l'insinuation de l'Afrique du Sud selon lesquelles ces mesures sont en réalité utilisées pour commettre le génocide en déplaçant et en regroupant des populations dans des zones privées d'aide humanitaire qui sont aussi bombardées. Oh là là, c'est honteux que vous insinuiez que nous sommes en train de faire ça, que nous sommes exactement en train de faire. Genre, littéralement, ils leur disent d'aller dans des endroits, ils ont dit d'aller au sud de Gaza et ensuite ils ont commencé à bombarder le sud de Gaza. Ils leur ont indiqué la route d'évacuation, ils ont bombardé la route d'évacuation. T'es en mode bon, les gens, c'est un peu trop gros là. Et oh, foutez pas de notre gueule. Oui, c'est ça, on n'insinue pas, on le sait, on l'observe en fait. Elle affirme ensuite qu'Israël essaye de faciliter l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, notamment à travers COGAT, je sais pas ce que c'est. Cette aide est selon elle détournée par le Hamas pour ses propres besoins. Elle utilise plusieurs visuels, notamment un ancien tweet de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Un tweet supprimé depuis, donc ils peuvent l'avoir supprimé pour beaucoup de raisons, notamment un démenti. Donc bon, utiliser un tweet supprimé. Après, bon, leur argument c'est qu'ils ont supprimé le tweet parce que c'est des agents du Hamas. Hein. Bon, bref. Ragwan continue sa plaidoirie en affirmant avec forte émotion dans sa voix si Israël voulait commettre un génocide, est-ce qu'il déploierait autant d'efforts pour protéger les civils de Gaza et leur apporter l'aide humanitaire? Bah oui, ne serait-ce que pour faire brouiller les pistes que vous commettez un génocide, parce que genre, vous pensez vraiment qu'on essaierait de cacher si on essayait de commettre un crime contre l'humanité? Oui, c'est oui, en fait, parce que vous êtes pas bêtes. Genre, tous les pays essayent de protéger leurs arrières, qui commettent des trucs qui est illégal en fait. Je reprends hors stream parce que j'ai pas eu le temps de finir la dernière fois, donc je vais finir du coup pour la VOD, le trade. Donc on en était resté à, c'est maintenant Omri Sender qui prime sur l'absence d'urgence à rendre une décision. C'est aussi un argument, c'était que voilà, il y a urgence à agir, et lui il dit non, il n'y a pas urgence à agir. Je vais vous expliquer en quoi. Il détaille à nouveau les efforts allégués d'Israël qui s'accroissent à mesure que le conflit dure pour faciliter l'aide de l'ONU à la population de Gaza. Donc il dit, il n'y a pas d'urgence à agir parce que Israël fait déjà absolument tout pour faciliter l'aide humanitaire à la population. En gros, vous inquiétez pas, on gère. Problème de cet argument, ce n'est pas du tout ce que disent les agences de l'ONU sur place. Alors c'est génial, il dit, on essaye de faciliter l'aide de l'ONU, et les agences de l'ONU disent, c'est pas vrai. Omri Sender conclut, il n'y a pas d'urgence à imposer des mesures conservatoires car il n'y a pas de risque. Au contraire, c'est la population israélienne qui risque beaucoup si vous imposez de telles mesures. Il n'y a pas de risque envers les Gazaouis, mais par contre envers nous, il y a d'immenses risques.
bien sûr, puisque bombarder une population qui se retrouve dans des camps de réfugiés qui sont insalubres. Parce que bon, on rappelle que, je sais pas si vous avez vu passer les différentes vidéos, les différents TikTok, je pense notamment à ceux de Bissan, etc. Globalement, les déplacés qui ont dû passer du nord au sud sont sous des tentes, totalement dans la boue. Et s'il y a un truc qu'on sait, au moins depuis les inondations qu'il y a eu dans le nord de la France, et sinon dans les décennies et décennies de guerre qu'on a pu connaître, les tranchées de la Première Guerre mondiale, c'est que quand tu es dans la boue, quand l'eau est insalubre, et quand tu n'as pas de contrôle d'hygiène, parce que pareil, l'accès à l'eau est extrêmement limité, bah, s'il y a un truc qu'on sait, c'est que c'est propice au développement de maladies, de bactéries, d'infections. Et notamment, j'avais vu passer une vidéo qui parlait justement de ce problème-là, notamment pour les femmes, que ce soit pour les femmes qui sont enceintes, les femmes qui sont tout simplement ont leurs règles et n'ont pas accès à des protections hygiéniques. Alors du coup, elles utilisent parfois des tissus, mais alors du coup, comment tu nettoies ces tissus? Donc bref, ça a un immense problème d'infection et de maladie qui est en train de se développer en ce moment dans les camps de réfugiés à Gaza. Alors du coup, ils disent non, non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de risque. Y a pas... La population gazaoui ne subit aucun risque. Bref, c'est vous dire à quel point ils ne les considèrent pas comme des êtres humains dignes de protection, quoi. Bref, ça me dégoûte. Christopher Staker prend la parole. Il plaide l'illégitimité des mesures conservatoires sollicitées par l'Afrique du Sud. Donc rappel, l'Afrique du Sud a demandé à ce que Israël permette à l'aide humanitaire de rentrer dans Gaza, à ce que Israël prenne des mesures pour poursuivre en justice les gens qui commettent des crimes de guerre. Et à ce que, s'il vous plaît, vous laissiez rentrer des enquêteurs pour qu'on puisse savoir de façon neutre et objective la situation qui se passe. C'est vraiment... Enfin, c'est fou parce que, comme on a vu, les mesures conservatoires, elles paraissent assez faibles. Elles sont très importantes, mais elles paraissent quand même assez faibles. C'est pas les mesures conservatoires qui vont entièrement stopper l'entièreté du nettoyage ethnique que subissent les Palestiniens de la part d'Israël depuis 48, enfin depuis même avant, enfin depuis la Nakba, quoi. C'est des mesures qui dépendent énormément aussi de la bonne foi d'Israël, donc ça reste des mesures conservatoires qui sont assez légères. Donc c'est vous dire à quel point, même les plus légères des mesures conservatoires, ils les considèrent comme honteuse. Il affirme que le conflit israélo-palestinien est différent du conflit Ukraine-Russie. Bravo Sherlock Holmes, car l'opération militaire russe en Ukraine était illégale au regard du droit international. Contrairement, bien évidemment, au pilonnage de Gaza, qui est totalement autorisé par le droit international. Ça tombe absolument pas sous le coup de la punition collective, qui est illégale, des massacres de populations civiles, qui sont illégales. Et aussi rappelle que la CIJ a décidé déjà en 2004 que le droit de légitime défense ne s'appliquait pas au territoire palestinien occupé, que Gaza est un territoire palestinien occupé, et donc que l'entièreté de ce que fait Israël est illégale au regard du droit international, et que même les conventions comme celle de la CPI que vous avez refusé de ratifier disent que la colonisation, c'est illégal. Enfin, il y a plein de différences entre le conflit Israël-Palestine, enfin plutôt la colonisation des territoires palestiniens par Israël, et l'invasion de la Russie en Ukraine. Il y a plein de différences sur plein de points différents. Notamment par exemple que l'Ukraine est un État souverain, contrairement à la Palestine qui est un archipel de territoires occupés. Donc il y a beaucoup de différences entre ces deux conflits. Mais dire que la différence se place au niveau du fait que ce que fait la Russie c'est illégal en droit international, contrairement à ce que fait Israël, c'est pas exactement. Mauvais argument. Pour Staker, les mesures demandées par l'Afrique du Sud d'ordonner un cessez-le-feu sont inopérantes, car l'Afrique du Sud n'est pas partie au conflit entre Israël et le Hamas. Cette demande va trop loin, car elle entrave la souveraineté d'Israël et son droit de se défendre contre le Hamas. Donc, encore une fois, l'Afrique du Sud n'est pas partie au conflit. La jurisprudence de la Cour internationale de justice a déjà balayé ça d'un revers de main. La question, c'est est-ce qu'on va appliquer la jurisprudence? Est-ce que la Cour va être conservatrice vis-à-vis de la jurisprudence, va se dire le précédent s'applique, ou alors est-ce que la Cour va créer un nouveau précédent en disant en fait le précédent il n'a aucune valeur, on va maintenant agir différemment. Et c'est la question qui est assez centrale et épineuse, puisque si jamais la Cour cède à ce genre d'argument, elle va du coup créer une nouvelle élaboration dans le droit international par la jurisprudence. Puisqu'en fait la jurisprudence c'est quoi? C'est quand tu as un précédent, donc là ils avaient cité l'affaire Gambie contre Myanmar, je ne sais pas si vous voyez, la Gambie c'est en Afrique, le Myanmar c'est en Asie. C'était au sujet du génocide des Rohingyas au Myanmar. Et du coup c'était la Gambie qui avait poursuivi le Myanmar auprès de la CIJ. Et du coup le Myanmar avait répondu il n'y a pas de Rohingyas chez vous, vous n'êtes même pas notre voisin, vous n'avez pas de conflit avec nous, pourquoi vous venez nous voir? Et la Cour internationale de justice qui avait dit non quand même c'est un problème assez important
La question du génocide, c'est quelque chose d'universel. Et du coup, la Gambie est parfaitement légitime à poursuivre le Myanmar, puisque comme la Gambie a signé le même traité que le Myanmar, du coup, comme vous êtes tous les deux parties du traité, ça rend la Gambie légitime à saisir la Cour au sujet du Myanmar. Donc ça, c'est le précédent. Ça fait jurisprudence, parce qu'on considère qu'à partir du moment où la Cour, là où il y avait un petit doute sur qui pouvait saisir qui, a décidé que non, tu n'étais pas obligé de faire partie du conflit pour saisir la CIJ, dans cette affaire spécifiquement au nom de tel et tel truc, ça veut dire que pour les affaires suivantes, cette décision s'applique. Donc c'est ça qui s'appelle la jurisprudence. Donc en fait, à chaque fois que la Cour prend une décision ou alors clarifie des dispositions qui sont pas claires, ça crée du droit. C'est pour ça que voilà, en droit, à chaque fois, vous allez voir l'affaire un tel contre un tel, l'affaire un tel contre un tel, etc. C'est tous les trucs de jurisprudence qui, par l'action des juges, ont modifié ou clarifié le droit. Donc la question en effet qui va se poser, c'est est-ce que la Cour, dans sa décision, va décider de remodifier le droit en annulant du coup ce qui s'est fait avec l'affaire Gambie contre Myanmar au sujet du génocide des Rohingyas, ou alors est-ce que la Cour va confirmer la jurisprudence et donc ne va pas élaborer de nouveaux droits à partir de ça. Parce que si la Cour, du coup, va à l'encontre de la jurisprudence et donc décide de créer du droit dans ce truc-là, ça veut dire que la Cour aura pris des mesures exceptionnelles et que la Cour aura appliqué une forme de deux poids, deux mesures au nom de la spécificité du conflit Israël-Palestine. Et ça, encore une fois, on parle de la question de la légitimité du droit international, de la crise des institutions internationales, on est en plein dedans. Est-ce que vous allez appliquer un deux poids, deux mesures à ça ? Ou pas. Pour tous les militants anti-impérialistes, anticoloniaux, ça va poser la question de est-ce que le droit international a véritablement un biais en fonction de la provenance des pays et de leur appartenance à l'Occident, ou du moins au camp de l'Occident. On verra. Pour Staker, ordonner un cessez-le-feu n'aurait pas d'effet obligatoire pour le Hamas car ce n'est pas un État. Il ne serait donc pas tenu de respecter cette décision de la Cour. Ce serait une décision qui nuirait uniquement à Israël. C'est faux juridiquement car tous les États sont tenus de respecter les décisions de la Cour, y compris la Palestine. Bah oui, la Palestine est partie à la CIJ, l'autorité palestinienne, est membre observateur de l'ONU. Et si tu es membre de l'ONU, tu es parti à la Cour internationale de justice, puisque la Cour internationale de justice, c'est l'organe judiciaire de l'ONU. Donc, le Hamas, parce qu'ils sont en mode le Hamas, c'est une organisation terroriste, ils échappent absolument à toutes les règles. Non, le Hamas est aussi, ils le disent beaucoup, un gouvernement de facto. Le Hamas occupe des fonctions qui sont des fonctions déléguées par l'État, ou ce qui sert d'État palestinien, ce qui sert d'autorité palestinienne. Le Hamas est une force politique à l'intérieur de la Palestine. Et la Palestine est tenue de... Bref. Staker demande à la Cour de rejeter les 8 autres mesures provisoires demandées par l'Afrique du Sud pour des raisons largement similaires. Elles sont inappropriées. C'est inappropriate. Conclusion des plaidoiries israéliennes par Gildas Noam, producteur adjoint aux questions internationales. Il s'insurge de l'argument de l'Afrique du Sud qui suggère que l'État d'Israël puisse commettre un génocide. La guerre à Gaza est complexe et Israël l'a conduit en respectant le droit international. Breaking news, la colonisation est contraire au droit international, donc bonne chance pour argumenter ça. L'argument de Noam repose principalement sur l'indépendance du système judiciaire israélien qui pourrait poursuivre les auteurs d'infractions au droit, y compris de l'incitation au génocide. Ça tombe bien, c'est une des mesures conservatoires demandées par l'Afrique du Sud à la Cour, voilà, donc c'est ce que je disais aussi. Ça pose aussi la question du contexte de politique intérieure d'Israël. Rappelle qu'avant le 7 octobre, il y avait un gros mouvement social en Israël, parce que le gouvernement israélien essayait de mettre en place une mainmise sans précédent sur la Cour suprême israélienne qui rendrait de facto la Cour suprême israélienne totalement impuissante face au gouvernement, qui enlevait beaucoup de capacité de la Cour suprême israélienne de censurer des décisions du gouvernement, etc. Donc on est aussi dans un contexte de radicalisation autoritaire du gouvernement israélien, donc je trouve que c'est assez cocasse de dire non, mais le système judiciaire israélien va poursuivre les auteurs des trucs, quand on sait l'ampleur aussi de la crise politique à l'intérieur d'Israël en ce moment, autour de l'attaque sans précédent qu'a fait le gouvernement Netanyahou sur la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs qui est quand même un des trucs très très importants dans une démocratie. Donc Noam conclut sa plaidoirie en rappelant l'origine de la Convention sur le génocide et en accusant l'Afrique du Sud de dévoyer le sens de ce mot lourd de sens. Et ça, c'est vraiment l'origine de la Convention sur le génocide. Encore une fois, il joue la carte de l'exceptionnalisme juif sur la question du génocide. Petit rappel que, et ça n'enlève rien à l'horreur de la Shoah, mais petit rappel que la Shoah n'était pas le premier génocide du XXe siècle. Le premier génocide du XXe siècle, c'est le génocide des Herero, commis également par l'Allemagne, donc c'était en Namibie, qui a d'ailleurs été largement considéré comme un laboratoire du génocide allemand. Mais on peut aussi parler il y a aussi eu le génocide arménien, 1919. Vous voulez qu'on parle de ce que vous faites au quartier arménien à Jérusalem ou ça va? Donc il y a aussi ça, c'est que cet exceptionnalisme qu'ils essayent de développer autour de la question du génocide, c'est dégueulasse pour toutes les populations qui ont été génocidées, même avant les juifs européens. Et surtout, il y a pas mal de gens, y compris beaucoup de juifs antisionistes, qui disent que le gouvernement israélien dépend et repose énormément sur l'antisémitisme au niveau international.
Encore une fois, il faut faire très très attention à ce qu'on dit, parce que le complotisme peut partir très très vite dans ce genre de situation. Mais ce sentiment de deux poids deux mesures, d'exceptionnalisme, dans d'autres populations du Sud global, dans d'autres populations qui ont connu des génocides, qui ont connu des massacres de masse, qui ont connu des crimes contre l'humanité, ça a tendance à entretenir l'antisémitisme, notamment quand l'antisémitisme est déjà là. C'était d'ailleurs, rappelez-vous, c'était beaucoup là-dessus que Dieudonné jouait pour alimenter son antisémitisme et son négationnisme. De dire, oh là là, on parle que de la Shoah, lol. Alors du coup, il faisait venir Forisson, le négationniste, sur scène, pour dire, oh, de toute façon, la Shoah, on s'en fout. Et puis de toute façon, ce qui compte surtout, c'est l'esclavage. Alors non, la vérité, c'est que les deux sont importants. On peut décider à quel niveau. C'est le droit international qui a décidé, qui a fait des conventions pour dire à quel niveau l'un était important et l'autre était important. Mais les deux sont extrêmement importants. Mais du coup, le point de discours d'Israël sur cet exceptionnalisme-là, sur le fait que finalement, il n'y a que eux qui ont l'autorité de statuer sur ce qu'est un génocide, c'est dégueulasse et ça rentre totalement dans le trope antisémite des juifs intouchables. C'est pour ça que ce point-là dans les plaidoiries israéliennes est pour moi le plus dérangeant. Parce qu'il va à l'encontre même de l'idée qu'on peut avoir un droit international qui s'applique, point barre, quelle que soit la personne concernée, uniquement en regardant les actes et les faits. Parce que ça sous-entend que l'identité d'un peuple doit primer sur l'application du droit international. Et quand tu défends le droit international, quand tu défends l'ordre multilatéral sur lequel est censé reposer la paix et l'équilibre entre les nations, ça laisse un goût bizarre dans la bouche, on va dire. La délégation sud-africaine n'a pas l'air impressionnée. Not impressed. Donc voilà pour le résumé de l'audience d'aujourd'hui. Peu importe votre opinion, la décision revient maintenant aux 15 juges de la CIJ et ce sera ce que dit le droit. Les juges vont prononcer une décision et vont, le cas échéant, créer du droit. Ils vont faire le droit. Donc on est tous pendus à leurs lèvres. La décision sur les mesures conservatoires devrait intervenir d'ici 15 jours à 3 semaines, mon pronostic. Spoiler alerte, vous allez être déçus. Et oui, ça, encore une fois, le droit international, c'est extrêmement frustrant. C'est toujours très décevant. Donc, gérez vos attentes. Il faut savoir mesurer un petit peu dans quel sens ça va être très important et très déterminant pour quel truc, et dans quel sens ça va être aussi, finalement, un reflet de l'impuissance générale du système international à gérer ce genre de crise. Non que je connaisse la décision, mais elle sera forcément le fruit d'un compromis. Voilà, rappelle ce que j'ai dit sur la composition des juges, dont certains viennent de pays qui un peu ont du mal sur la reconnaissance de certains génocides. Et il y a énormément d'équilibre, encore une fois, qui se joue sur cette décision. Donc, faut pas s'attendre à un truc révolutionnaire. Chaque partie revendiquera une victoire judiciaire. Elle offrira toutefois une boussole juridique commune, c'est tout le sens du droit international. Donc voilà, à dans quelques semaines pour le verdict. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre un peu plus les enjeux, à apprendre des trucs aussi peut-être sur le droit international. Avec mes faibles connaissances, mais surtout avec les trades de Johan Soufi que je vous conseille de suivre parce que ces trades sont toujours très très clairs. Donc si vous voulez comprendre un petit peu mieux tous ces enjeux-là, vraiment, n'hésitez pas à le suivre, c'est toujours très intéressant. Et voilà, on verra le verdict et on commentera ça en direct sur Twitch. On verra. On verra. On verra. Ne jouons pas les Cassandres.